Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire que nous organisons aujourd'hui. J'ai la joie d'accueillir Maëlle Leclerc et Barbara Buffet qui travaillent toutes les deux pour Synapse. Moi, je suis Laetitia Téréjol et je suis responsable marketing et communication pour notre cabinet. Vous avez peut-être suivi, au mois d'avril, on avait fait un webinaire sur l'assertivité qui était «Oser dire, oser être» et en fait, où les filles vous expliquiez ce qu'est une posture assertive et en quoi elle favorise des échanges qui sont plus sereins, plus équilibrés et plus constructifs. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu la suite et nous allons nous interroger sur comment réagir avec assertivité dans des situations qui sont déstabilisantes, comme par exemple recevoir un non ou alors une critique. Alors, quelques mots, c'est la tradition en fait sur Synapse pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes un cabinet de conseil. On accompagne les entreprises dans des projets de transformation des organisations, de la culture managériale et tous les collaborateurs dans le développement de leurs compétences. En fait, on permet une prise de hauteur pour essayer de travailler, de collaborer autrement. Alors, nos sujets de prédilection sont la confiance, la responsabilisation, l'autonomie des équipes, mais aussi la coopération, ainsi que de nouvelles logiques de leadership et bien sûr les soft skills, qui est le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui. Nous existons depuis 35 ans, donc Synapse a quand même beaucoup d'années d'expérience. Et notre particularité, c'est que on est des équipes de concepteurs et de faiseurs. Donc on s'occupe de tout de A à Z. Et tous nos accompagnements sont faits, bien sûr, sur mesure en fonction des besoins. Nos métiers, nos différentes sortes d'interventions, donc on est sur du conseil en transformation organisationnelle et managériale. On intervient aussi sur de la formation, des séminaires, du coaching d'organisation, du coaching individuel et du co-développement. Voilà, je vous invite à aller voir pour plus d'informations notre site qui est synapse.com, CINAPS.com. Aussi, on a un blog avec beaucoup d'articles à lire et puis bien sûr sur Webikeo, tous les webinaires qu'on a pu regarder. Alors, un rappel un petit peu sur les informations techniques. Donc, vous allez recevoir le replay par mail dans les 24 heures après ce live. Vous allez avoir aussi en bas de la page sur Webikeo deux call to action. Un qui est télécharger notre kit. Donc là, vous trouverez, c'est un nouveau kit, différent de celui qu'on avait proposé sur le premier webinaire sur l'assertivité. Et puis, vous aurez aussi la présentation que vous pourrez télécharger également. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure et Maëlle et Barbara y répondront à la fin. Et puis surtout, soyez attentifs parce qu'on va vous poser des questions dans le chat, il va y avoir beaucoup d'interactions. On aura également un sondage. Donc, pensez à regarder, on est là pour échanger. Du coup, les filles, je vous laisse la parole. De quoi allez-vous nous parler dans ce deuxième épisode ? Merci Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Maëlle et moi sommes ravis d'être là avec vous. Alors, au programme de ce webinaire, nous commencerons par quelques rappels sur ce qu'est l'assertivité, à quoi ça sert d'être assertif et quelques mots également sur les 3 comportements refuges et leurs impacts sur la relation. Puis, nous irons un peu plus loin sur l'intelligence émotionnelle que nous avions abordée lors du premier épisode. Nous vous présenterons quelques clés pour retrouver sa stabilité émotionnelle afin de pouvoir réagir avec assertivité. Ensuite, pour rentrer dans des situations concrètes avec des mini-scénettes, nous verrons comment entendre et accepter un non à une demande assertive. Et oui, l'assertivité ne marche pas à chaque coup, heureusement d'ailleurs, le but n'étant pas d'obtenir tout le temps ce que nous voulons, même si ça nous déstabilise sur le moment. Autre situation, répondre à une critique avec assertivité, qu'elle soit juste, fausse ou vague. Il sera encore question d'intention, de posture et de méthodologie. Enfin, nous terminerons par des clés pour développer notre capacité à réagir avec assertivité au quotidien et un épilogue surprise. Alors, pour les rappels sur l'assertivité, déjà redonner la définition. Donc, la définition la plus courante, c'est l'assertivité est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits, son opinion,
ses émotions de manière claire et directe sans empiéter sur ceux des autres. C'est un concept qui date des années 1940, qui a été créé par un psychologue new-yorkais qui s'appelle Andrew Salter. Donc le nom vient de l'anglais assertiveness. Ça peut se traduire par affirmation de soi et souvent on rajoute affirmation de soi dans le respect de l'autre. Et c'est aussi défini comme la capacité à être ferme sur le fond et doux sur la forme. L'intention première de l'assertivité, c'est préserver la relation. Nous avions évoqué les principaux bénéfices dans l'épisode 1. Si je communique clairement sur mes besoins, mes émotions, mes opinions, tout en restant ouverte à ceux des autres, je développe des relations positives, plus équilibrées, donc de meilleure qualité. D'autre part, renforcer son assertivité implique de développer et d'utiliser des compétences et des qualités telles que l'empathie, l'écoute active, la prise de recul, l'intelligence émotionnelle, l'ouverture, l'authenticité. Ce sont des compétences et des qualités qui sont très valorisées dans la société et dans le monde professionnel. Enfin, c'est un enrichissement personnel, ça nourrit la confiance en soi, l'estime de soi et ça nous rend beaucoup plus sereins dans nos relations. Très bien, merci Barbara. Merci pour ce résumé. Donc, c'est important en effet pour les personnes qui n'ont pas pu suivre l'épisode 1. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous résumer les comportements refuges? Oui, tout à fait. Alors, celles et ceux qui ont vu le premier épisode reconnaîtront cette slide. Pour résumer, comme l'assertivité, ça consiste à exprimer les choses, mais tout en conservant une forme de stabilité émotionnelle, on l'oppose souvent à 3 autres comportements qu'on appelle les comportements refuges. Le premier, c'est la passivité. C'est un comportement dans lequel, pour un certain nombre de raisons, nous n'osons pas exprimer notre point de vue ou notre besoin. En gros, on est dans l'évitement ou dans la fuite. Ensuite, il y a l'agressivité. Ça, c'est quand j'exprime les choses, mais je ne maîtrise pas mon état émotionnel. Du coup, je m'emporte et quelque part, je cherche à prendre le dessus sur l'autre. Donc, je l'attaque, je lui coupe la parole, j'impose mes idées, etc. Et enfin, le dernier comportement refuge, c'est la manipulation. C'est un comportement dans lequel je semble faire passer mon message, mais de façon cachée, maquillée à travers des jeux psychologiques. Par exemple, la flatterie, la séduction, le mensonge, les sous-entendus, et il y en a plein d'autres. Et ce, même si parfois on le fait de manière complètement inconsciente et sans aucune intention de nuire à l'autre. Souvenez-vous aussi, donc, ces comportements de refuge, la plupart du temps, ils viennent de nos croyances à la base. Et ils sont en général déclenchés par une peur. S'ils sont répétés, ces comportements, ils ont des conséquences néfastes sur la relation et ils génèrent des émotions souvent désagréables, surtout chez mon interlocuteur, mais aussi chez moi. Ok. Donc, c'est vrai que la dernière fois, on était passé assez rapidement sur la notion de stabilité émotionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle? Oui, on était passé un peu vite dans le premier webinaire sur l'intelligence émotionnelle. Pourtant, cette qualité, voire aujourd'hui, on parle même d'une compétence, est intimement liée à la posture assertive. Et on avait promis qu'on ferait un petit focus dessus dans l'épisode 2. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant sur cette notion de l'intelligence émotionnelle et plus particulièrement des clés pour retrouver la stabilité. Alors, la définition la plus commune de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'une personne à percevoir, comprendre, réguler et exprimer ses propres émotions et celles des autres. Et aussi utiliser les émotions comme une source d'information pour résoudre les problèmes ou adopter les comportements adaptés face aux situations. C'est Daniel Goleman, qui est un psychologue américain, qui a vraiment démocratisé cette notion dans les années 90. Et selon lui, l'intelligence émotionnelle, elle recouvre 5 dimensions. La première dimension, c'est la conscience de soi ou la connaissance de soi. En fait, c'est avoir conscience de mes émotions,
savoir m'auto-évaluer, donc mes forces, mes limites, mon état psychique, et grosso modo, comprendre comment je fonctionne. Ensuite, la maîtrise de soi, c'est savoir réguler ses émotions et garder du self-control en toutes circonstances. La motivation, moi, c'est ce que j'appelle le feu intérieur. C'est l'envie d'y aller, l'envie d'avancer dans la vie, la capacité à rebondir après les échecs, qu'on appelle la résilience, etc. Ensuite, la conscience sociale, ça, c'est la compréhension de l'autre. Comprendre ses émotions et ses états d'âme, accepter l'altérité et être capable de faire preuve d'empathie pour l'autre. Et enfin, les aptitudes sociales, en fait, c'est ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Donc là, ça comprend la communication, l'influence, la gestion des conflits, le leadership, la coopération, etc. Beaucoup de soft skills. Donc l'assertivité, elle est vraiment au croisement de ces 5 dimensions. Pour être assertif et savoir s'affirmer, d'abord, il faut se connaître. Mes besoins, mes limites, mes peurs. Ça, on en parle beaucoup dans le premier webinaire. Il faut savoir se maîtriser. Ça, on va y revenir aujourd'hui. Il faut avoir une forme de motivation pour préserver la relation. Et ça aussi, on en parle dans le premier webinaire, souvenez-vous, quand on parlait des positions de vie. Il faut chercher à co-construire des solutions et pour ça, il est nécessaire d'être en empathie vis-à-vis de l'autre et faire preuve de qualité de communication, en l'occurrence d'assertivité. Donc, l'assertivité, elle fait vraiment appel aux 5 champs de compétences de l'intelligence émotionnelle. Elles sont indissociables. Tout comme il est impossible d'être assertif tout le temps, c'est très compliqué d'être en permanence en maîtrise totale sur l'ensemble du spectre de l'intelligence émotionnelle. Voilà, donc maintenant, c'est Barbara qui va vous expliquer plus précisément ce qu'il se passe en nous quand une émotion vient nous perturber. Pardon. Merci Maëlle. Merci Laetitia. Alors, ce que ce schéma nous montre, c'est qu'il est quasiment impossible d'agir de façon rationnelle, au sens être capable de raisonner, et poser tant que l'émotion est forte. Une émotion, c'est une décharge d'informations dans tout le corps. Des stimuli nerveux, un emballement du système endocrinien, les hormones, tout cela dans un seul but, nous préparer à l'action, généralement fuir ou attaquer. Le cerveau ne peut pas gérer toutes ces informations et en même temps prendre le temps de l'analyse posée et rationnelle. Or, pour faire preuve d'assertivité, que ce soit dans le fait d'émettre un message ou d'accueillir la réaction de l'autre, il faut être capable de se montrer rationnel, capable de raisonner, factuel, empathique, ouvert, à l'écoute de l'autre, stable émotionnellement, etc. Donc, acceptons que c'est une chose après l'autre. Comme nous l'avions expliqué dans le premier webinaire, il faut vraiment s'efforcer de ne pas réagir à chaud, au risque d'adopter un comportement refuge. Et donc, c'est essentiel de muscler cette capacité à retrouver sa stabilité émotionnelle pour pouvoir ensuite faire face de façon assertive aux comportements, paroles et réactions d'autrui. Comment ? Nous l'avions vu dans l'épisode 1. Revoici l'explication. Première étape, d'abord, je ressens et j'accueille. Et à ce moment-là, je n'agis pas, je me mets sur pause. Puis, une fois la vague passée, je suis en mesure d'analyser mon ressenti, la situation et de choisir la meilleure stratégie à adopter pour rétablir ma stabilité émotionnelle. Quand je dis « je n'agis pas », ça ne veut pas dire forcément que je ne dis rien ou ne fais rien. En fait, idéalement, je ne fais ou ne dis rien qui pourrait nuire à l'autre, à moi, à la relation. Mais si je suis en capacité de le faire, et c'est ça notre capacité à muscler, à retrouver rapidement notre stabilité, je réagis de manière à temporiser et faire savoir à l'autre ce qui se passe pour moi. Par exemple, c'est pas le moment pour moi, ou j'ai besoin de me poser pour pouvoir réfléchir. Ou si j'ai identifié mon émotion ou mes émotions, je peux les nommer. Je suis surprise, inquiète, contrariée. Je préfère ne pas te répondre tout de suite. Une émotion, ça dure maximum quelques minutes. Donc, même si c'est intense, rappelez-vous qu'elle est un messager et qu'elle va partir. Prenez ce temps
Aussi parce que vous n'êtes pas à quelques minutes près et votre interlocuteur doit aussi pouvoir attendre, surtout s'il préfère une réponse réfléchie. Maëlle et moi aimons beaucoup cette citation de Viktor Frankl, un professeur autrichien de neurologie et psychiatrie qui a créé la logothérapie, une thérapie qui aide à trouver un sens à la vie. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Ok. Alors, j'ai envie de demander maintenant aux personnes qui nous écoutent de répondre à cette question dans le chat. Que mettez-vous en œuvre concrètement pour retrouver votre stabilité émotionnelle? Allez-y, répondez dans la partie du chat. On vous laisse quelques instants. Respiration, respiration. Alors, de la musique. Ah, c'est marrant, il y a des points communs. Hein. Oui, c'est vrai. Je me concentre sur ma respiration. Ok, sophro. Beaucoup de choses autour du corps et de l'esprit. Ok. Sortir, sortir, être active. Ok. De la musique, de la respiration. Alors, c'est très intéressant parce que vous parlez tous d'une seule catégorie de stratégies. Et je vais vous présenter les différentes stratégies dans un instant. Ah, verbaliser. Ça, verbaliser, c'est autre chose, c'est différent. Cuisine, sport, lecture. Prise de recul, ok. Ça, c'est intéressant. Oui, il y a déjà pas mal de choses. Hein. Ouais. Un ami, pas mal de choses, ouais. Ah, c'est bien. C'est auprès d'un ami. Effectivement, vous citez déjà un certain nombre de stratégies, mais je vais vous présenter dans un instant de manière un peu plus complète tout ce qui existe pour se restabiliser émotionnellement. Voilà, merci Laetitia. Donc effectivement, vous avez déjà cité un certain nombre de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup cité autour des techniques physio-relaxantes. Je vais y revenir. Donc, quand une situation nous impacte émotionnellement, c'est à nous de mettre en œuvre des stratégies pour retrouver la stabilité et être capable de nous reconnecter à la posture assertive, qui est, on a bien insisté, indissociable de la stabilité émotionnelle. Donc, il existe tout un panel de stratégies pour retrouver sa stabilité émotionnelle. La première, et c'est la plus évidente, elle est tellement évidente qu'en fait, on n'y pense pas, mais c'est si je peux agir directement sur la situation qui me contrarie, eh bien, il faut que je le fasse. Par exemple, si ça fait des jours que je m'inquiète parce que je vois que mon chien n'a pas l'air en forme, ben, je prends rendez-vous chez le véto et au moins j'aurai une réponse. Si je suis agacée depuis des semaines, des mois parce que l'imprimante fait un bruit bizarre et ne fonctionne pas bien, eh ben, j'appelle le support pour qu'ils viennent réparer. Ça ne sert à rien de se laisser subir une situation alors qu'on a un pouvoir d'action dessus. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais parfois, c'est bon de se poser la question. Ensuite, là, c'est vraiment ce que vous avez beaucoup évoqué dans le chat, ce qu'on appelle les techniques physio-relaxantes. Ça, c'est tout ce qui va faire du bien au corps et à l'esprit. Donc, vous avez évoqué la respiration, la cuisine, le sport, se faire un massage, aller marcher dans la nature, écouter de la musique, peindre. La liste est infinie et c'est à chacun de trouver de ce point de vue-là ce qui lui fait du bien au corps et à l'esprit. Autre stratégie, ça a été évoqué aussi, le fait de parler de la situation avec quelqu'un. Ça va permettre de se dépolluer, c'est-à-dire de redescendre émotionnellement. Donc, que ce soit avec votre meilleur pote, voire avec directement la personne concernée, à condition de rester assertif, bien sûr, c'est un très bon moyen de se restabiliser. Ensuite, la réorientation de l'attention, souvent, ça découle des stratégies précédentes. En fait, c'est simplement le fait de penser à autre chose.
arrêter de ruminer et de se focaliser sur des choses désagréables et penser à des choses plus plaisantes. Il faut juste faire attention avec cette stratégie que ce ne soit pas une façon de fuir la situation, parce que le déni, même si c'est efficace à court terme, à long terme, ça peut vraiment causer des dégâts psychiques. Donc attention avec ça. Et enfin, la dernière catégorie de stratégie, c'est ce qu'on appelle le changement cognitif. Alors ça, c'est probablement le plus difficile à mettre en œuvre parce que ça implique en quelque sorte de reprogrammer le cerveau. Donc, qu'il s'agisse de réévaluer la situation, soit relativiser ou y voir le côté positif, ou même aller jusqu'à changer ses croyances. Souvenez-vous, on en parlait dans le premier webinaire des croyances. Ou le lâcher prise, qui est peut-être à mon sens le plus difficile. Ça nécessite vraiment beaucoup de force et un vrai travail sur soi pour y parvenir. Mais c'est, à mon sens, la stratégie la plus puissante dans la stabilisation émotionnelle. Donc l'idée, c'est vraiment d'attaquer la situation qui vous déstabilise sur tous les fronts. Attention à ne pas être monostratégie, parce que le risque, c'est qu'à la longue, l'efficacité de votre stratégie, elle va diminuer. Par exemple, si ma seule réponse aux difficultés de la vie, c'est « je vais marcher en forêt », il y a fort à parier qu'à la longue, ça va plutôt se transformer en marche de rumination plutôt qu'en vraie marche de ressourcement. Voilà. Donc, ces stratégies, elles sont importantes pour se préparer à interagir avec assertivité. Comme il faut être extrêmement stable émotionnellement et prêt à faire face à son émotion pour délivrer son message ou pour se préparer à accueillir les réactions de l'autre, ça nécessite vraiment d'être pratiqué régulièrement et sur tous les fronts. Voilà. Donc maintenant, nous allons vous présenter concrètement comment on réagit avec assertivité dans différents contextes quand on a travaillé à sa stabilisation émotionnelle. Alors, pour vous illustrer les choses de façon concrète, dans cette séquence, nous allons reprendre le principe des petites scénettes, comme nous l'avions fait lors du premier webinaire, afin de vous donner à voir comment une même situation peut être abordée de façon non assertive, puis de façon assertive. Donc, pour le contexte, ici, la situation est la suivante, un peu inspirée de faits réels. Donc, on va dire que Barbara planifie les formateurs chez les différents clients et elle fait face à une urgence. Elle a un formateur qui se désiste à la dernière minute. Il faut vite le remplacer, d'autant que le week-end approche et que la formation est en début de semaine. Du coup, Barbara, elle pense tout de suite à moi parce qu'elle sait que je suis compétente sur cette formation et elle voit rien de spécial dans mon planning ce jour-là. Sauf que moi, de mon côté, j'ai prévu de poser cette journée pour prendre du repos parce qu'on est dans une période très chargée et j'ai besoin de recharger mes batteries. Comment Barbara va-t-elle réagir à mon refus de prendre le relais pour cette urgence? On vous laisse observer les deux scènes et réagir dans le chat sur les différences que vous percevez. C'est parti. Action. Salut Maëlle, comment tu vas? Ça va bien et toi? Pas trop, hein. Là, il y a une galère qui vient de me tomber dessus. Le formateur prévu pour animer la formation lundi vient de me claquer entre les doigts. J'ai vu que tu n'as rien dans ton agenda lundi. J'ai besoin que tu prennes le relais. Ah mince, ça doit être hyper chaud en effet. Mais je t'avoue que moi, j'ai prévu de poser ma journée lundi. J'ai vraiment besoin de repos là. Non, mais Maëlle, là, c'est une urgence. Tu es la seule dispo et puis c'est une formation que tu connais. Tu pourrais décaler ta journée de congé. Tu te reposeras une autre fois. C'est pas dramatique, non? Non, je comprends la galère, Barbara, vraiment, hein, mais moi, j'ai imprévu des choses en plus, donc j'ai pas envie d'annuler. Ouais, mais là, tu vois bien que je suis en galère. On est une équipe. Tu pourrais faire un effort. En fait, là, tu me laisses tomber. C'est pas une question d'équipe, c'est juste que j'ai besoin de souffler. Désolée, mais non, vraiment, je peux pas dire oui. Ouais, mais super ton état d'esprit, hein. C'est cool de pouvoir compter les uns sur les autres. Je vais me débrouiller toute seule, hein. Merci de ton aide, hein. Coupé. Allez, on fait la version deuxième. assertive. C'est ça. Salut Maëlle, ça va? Ça va et toi? Pas trop, je suis un peu stressée là, j'ai une urgence. Le formateur prévu pour lundi pour animer la formation s'est désisté
et cherche quelqu'un pour le remplacer. Ça serait possible pour toi? Parce que j'ai vu sur ton agenda que tu es dispo. Ah mince, ma pauvre, je comprends, c'est la galère. Mais non, je t'avoue, moi, j'ai prévu de poser un jour de congé lundi. J'ai besoin de me reposer. Ok, bah, je comprends hein, que tu aies besoin de souffler. Ça m'arrange pas, mais je respecte ton choix. Merci. Mais par contre, si je peux t'aider, tu me dis, hein, moi, je peux briefer un autre formateur demain rapidement, ou on peut réfléchir ensemble à d'autres possibilités si tu veux. Ouais, vraiment, je t'avoue que ça me soulagerait beaucoup. Ouais, tu pourrais m'aider à identifier un formateur qui est capable de monter assez vite sur le sujet Ouais, et le briefer avec moi demain. Franchement, ça me ferait gagner un temps fou et puis au moins, je serais rassurée sur la compétence de la personne. ouais, pas de souci. Écoute, je m'en occupe. Je vais regarder qui on peut contacter et on se recale un point cet après-midi pour voir où on en est. Ouais, merci. Écoute, je me sens déjà moins seule. Je te remercie, Maëlle. C'est normal. À plus. Salut. Coupé. Alors, quelle différence notable avez-vous relevée entre les deux réactions de Barbara dans cette scénette? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? N'hésitez pas à réagir hein, dans le chat par rapport De à l'empathie. cette actrice. Ça, c'est Bah la oui. deuxième fois, pas la première. Donc effectivement, Astrid dit de l'empathie. Barbara se met en empathie avec mon besoin, qui est de repos. J'ai besoin de repos. Qu'avez-vous remarqué d'autre? Pas beaucoup de réactions. Est-ce que c'était si mal joué que ça? Ah, mais regarde, ça arrive, les messages. Ah, pardon. Ah oui, j'avais. Ah, bah voilà. C'est ça. C'est un peu le problème de la technologie. Des fois aussi, il y a tous les messages qui arrivent d'un coup. Donc, ouais, c'est Oui. assez marqué entre la première et la deuxième scénette. Ouais, de la manipulation. Vous avez vu le comportement refuge de Barbara apparaître à travers de la culpabilisation, qui est effectivement la culpabilisation à la fois agressif et manipulateur. Enfin, un comportement agressif et un comportement de manipulation. Dans la deuxième, respect, empathie, compréhension, effectivement. Acceptation sans jugement, du respect. Effectivement, Estelle dit la recherche de solutions ensemble, c'est tout à fait ça. L'assertivité, c'est co-construire les solutions en respectant nos deux besoins. Exactement. Bah, c'est vrai que voilà, ce qu'on a voulu montrer, forcément, hein, dans la première scénette, le ton monte. Alors, c'est pas évident d'accueillir tout de suite, mais c'est sûr que là, j'ai enfoncé le clou. Hein. Déjà, j'ai pas fait une demande claire à Maëlle. Hein. Je lui ai dit, j'ai besoin que tu prennes le relais. Donc, en fait, c'est une exigence. Et ça fonctionne pas très bien. Ouais, Maëlle, du coup, comment c'était pour toi? Bah, du coup, c'est vrai que la réaction, c'est que je me sens pas entendue, presque pas respectée dans mon besoin. Ouais. Je ressens de la pression, l'agressivité qui commence à monter et du coup qui m'entraîne moi dans ma propre agressivité avec je soupire, oh t'abuses, etc. Et puis je me sens obligée de me justifier, alors que dans la scénette 2, au contraire, je me sens juste comprise, pas besoin de me justifier et naturellement ma propre empathie ressort et mon envie d'aider Barbara à se sortir de sa galère, quoi. C'est ça. C'est bien résumé dans le chat. Bravo et merci. Parce que c'est vrai, c'était plus équilibré dans la deuxième. Clairement, avant d'y aller, dans la deuxième, je me suis préparée. J'ai respiré et je savais que faire une demande, c'est un oui ou un non. Donc, le fait d'accepter, je sais qu'après, derrière, il y aura le temps de réfléchir. Il n'y a jamais qu'une seule solution. Et Maëlle, toi, tu as réagi complètement différemment aussi. Tout à fait. Alors,
on va vous présenter un peu les éléments importants à prendre en compte pour faire face au refus de l'autre en gardant la posture assertive. Donc déjà, gardez bien en tête que même si votre demande, elle est bien formulée de façon assertive, donc elle est formulée de façon directe, avec une tournure positive, factuelle, déniée de tout jugement, ça c'est tout ce qu'on a vu dans le premier webinaire, l'autre n'est jamais obligé d'y accéder. Et ça, c'est très important. Rappelons-le, on l'avait dit la dernière fois, l'assertivité, c'est pas la baguette magique qui va vous permettre d'obtenir tout ce que vous désirez. Donc, encore une fois, il faut être très clair sur votre intention. Si vous attendez que l'autre agisse d'une façon précise, alors dans ce cas, c'est une exigence, c'est pas une demande. Donc, exprimez-le clairement. Dites, ça n'est pas une demande que je te fais, c'est une exigence. Dans certains cas, par exemple, en tant que manager, en tant que parent, ou quelle que soit la forme d'autorité qu'on puisse avoir sur l'autre, c'est important d'être très au clair sur la nuance entre demande et exigence, et parfois d'assumer d'avoir le rôle directif. Un ordre qui est exprimé de façon floue, qui laisse supposer à l'autre qu'il a le choix, alors qu'en réalité, c'est pas le cas, parce que vous voulez qu'il agisse d'une certaine manière, ça génère beaucoup d'incertitudes, de la frustration et souvent le sentiment effectivement d'avoir été manipulé et au final, ça nuit à la relation. Aussi, attention, évitez vraiment la tournure « j'ai besoin que tu ». L'autre n'est pas responsable de votre besoin. Même si vous le formulez comme ça reste une exigence maquillée. Donc, rappel, lorsque je formule une demande assertive, je suis en position de vie plus, CF le premier webinaire. Le non est OK pour moi et je prends en compte le besoin de l'autre dans la situation. Ensuite, si on se focalise vraiment sur vous avez fait une vraie demande assertive, donc comme je le disais, vous devez être prêt à accueillir le refus de l'autre en ne perdant pas pied, en ne perdant pas votre posture assertive. D'ailleurs, je précise, l'autre, il n'est pas obligé de se justifier. Il est souverain en son royaume et donc il garde sa liberté de choix pour ce qui le concerne directement. En théorie, ça ne devrait pas générer chez vous de réaction émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut travailler sa stabilisation émotionnelle en amont de tout ça. Si je reste focalisée sur moi, mon besoin, mon ego, le refus de l'autre, ça va engendrer chez moi un sentiment de rejet qui risque de me pousser dans un comportement refuge. Par exemple, si vous regardez la slide à l'écran, ça pourrait être un comportement refuge de manipulation. Le garçon, il pourrait répondre « Oh, mais s'il vient, allez, tous les autres, ils vont être en couple. Moi, j'aurais l'air idiot si j'y vais tout seul. » Donc ça, c'est de la culpabilisation, donc c'est de la manipulation. Il pourrait réagir avec de l'agressivité, du style « Oh là là, tu fais pas d'efforts, t'es pénible. » Ou alors, il pourrait réagir aussi avec un comportement refuge de passivité. Donc, en gros, dire oui, c'est OK, mais au fond de lui, penser que en fait, c'est pas OK. L'assertivité, en revanche, c'est reconnaître le besoin de l'autre. Donc, c'est OK, je comprends que tes besoins de repos, ça sera pour la prochaine fois. Et après, on peut aussi exprimer notre ressenti. On peut dire oh, c'est dommage, ça m'aurait vraiment fait plaisir de te voir. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Donc, recevoir un non à une demande, ça implique vraiment de prendre du recul et de ne pas voir ce refus comme un rejet de moi. C'est pas moi, personnellement, que l'autre rejette, il refuse simplement ma demande parce qu'elle vient en contradiction avec ses propres besoins et ses propres objectifs. Et ça, c'est OK. Rappelons que dans la posture d'assertivité, c'est la position de vie plus qui prévaut. Donc, je respecte mes besoins et ceux de l'autre. C'est vraiment la seule possibilité pour rester constructif dans la relation et orienter solution plutôt que de rester focalisé sur le problème. OK. Alors, la grille de dépollution, nous vous l'avions présentée la dernière fois. Là, on va plutôt regarder la deuxième partie de la grille en elle-même. Il ne s'agit pas juste d'un outil pour formuler un message assertif, mais c'est bien un processus pour aller chercher mon besoin,
trouver d'autres moyens d'y répondre et agir en conséquence face à un refus, une critique, une situation de tension. Si nous reprenons l'exemple de la scénette, les faits me remettent en lien avec la réalité. Maëlle vient de dire non à ma demande. Mes émotions, mon ressenti, vont me renseigner sur mes besoins. Ici, mon besoin, c'est d'être en sécurité, que la formation puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Donc, à partir de ce besoin, quelles sont les solutions possibles? Par exemple, que Maëlle briefe rapidement un autre formateur. Une fois que quelques solutions sont apparues, je peux à nouveau aller vers Maëlle, formuler une demande ouverte. Maëlle, tu pourrais m'aider à identifier un autre formateur sur ce sujet et pas une exigence. Et je me prépare à être stable pour accueillir un éventuel refus. Il se peut que Maëlle, elle n'ait vraiment pas le temps. Peut-être qu'elle anime elle-même une formation pendant les 2 jours. Donc, si j'ai encore un refus, comment je vais refaire ce processus pour accueillir mon ressenti, mon besoin et avoir une nouvelle demande ou une action moi-même. Ce n'est pas toujours une demande à quelqu'un. Donc, cette méthode OSBD ou bonhomme OSBD, c'est souvent comme ça que c'est appelé, c'est issu de la CNV, c'est avant tout à s'appliquer à soi-même pour clarifier ce que nous vivons dans une situation inconfortable et pour démêler la préoccupation. Il n'est pas nécessaire de verbaliser avec l'autre toutes les étapes et aussi, très important, si nous l'utilisons sans les subtilités de chaque étape, sans la posture d'assertivité et d'écoute, sans l'intention d'être en lien avant d'obtenir un résultat, alors cela peut créer beaucoup d'incompréhension et de dégâts. Alors, merci à toutes les deux pour me rappeler ces précautions. Maintenant, peut-être voyons comment répondre à une critique avec assertivité. Alors oui, et avant de jouer des scénettes et de parler de la critique, juste précisons que nous avons bien conscience que, fondées ou non, certaines critiques peuvent avoir des conséquences non négligeables pour nous, car elles touchent à notre honneur, à nos valeurs, à notre identité et à notre ego. Je vais vous proposer un sondage. Voilà, vous allez répondre à la question, vous allez voir le sondage normalement qui est lancé. Comment réagissez-vous face à la critique? Vous pouvez donner plusieurs réponses. Alors, je vois un petit électrocardiogramme moi, pour le moment. Ouais, c'est ça. On entend une tondeuse à gazon. Ah, ça vient de chez moi. Ouais, c'est désolé. C'est comme par hasard ce jour-là que les jardiniers ont décidé de passer dans ma résidence. C'est vrai, c'est perturbant? Ouais, assez. Je ne sais pas si tu as des écouteurs. Je vais chercher des écouteurs. Ouais, je reviens. C'est ça. Alors, je partage les résultats. Ouais, les votes ont été partagés. C'est bon, Barbara, tu vois? Ouais, je me justifie, 23%. Je culpabilise, 25%. J'écoute d'abord et cherche à comprendre ensuite. La réaction assertive, 34%. Et puis, on a je la rejette, je contre-attaque, je reste sans voix. OK. C'est vrai que la justification, c'est souvent une des premières réactions. Chez moi, si j'arrive pas à écouter et à comprendre, un premier réflexe, ça va aussi être de me justifier. C'est vrai que c'est pas évident de sortir de ça. Alors dans l'absolu, les critiques, elles devraient être perçues comme des signaux, des indications utiles pour nous permettre de corriger le tir ou de mieux nous comprendre, pour une relation de meilleure qualité. Cela peut être le cas, surtout si la critique est bien formulée et si elle est juste. Lorsqu'elle est fausse ou vague, c'est déjà un peu plus difficile, et c'est aussi ce que nous verrons. Et nos réactions face à la critique, elles peuvent être vraiment différentes
plus ou moins au service de la relation et de l'efficacité. Donc, on va à nouveau vous proposer des mini-scénettes. Le contexte, c'est que Maëlle est ma manager et dans cette première mise en situation, elle va m'adresser une critique juste, c'est-à-dire basée sur des faits. Donc, observons bien et vous pouvez à nouveau réagir dans le chat. Est-ce que c'est mieux avec le micro? Vous entendez plus la tondeuse? C'est un peu mieux, on l'entend dans le fond. Parfois, ça va. Très bien. Bon, bah, action. Alors, attendez, je vais du coup... Oui, Barbara, je viens de voir au sujet de la réunion ce matin. Je pense que ta préparation, c'était confus. Les points clés n'étaient pas assez mis en avant, ça a affaibli notre message. Et en plus, le client a posé 3 fois des questions, il n'avait pas du tout l'air de comprendre où nous allions. Ah bah mince, pourtant j'ai fait comme on avait dit, hein. Et puis tu te souviens, j'ai eu très peu de temps pour la préparer, j'ai dû gérer plein d'urgences. J'ai quand même fait passer des messages. Et puis le client, lui aussi, il était pas mal sur son téléphone, hein. C'est normal qu'il n'ait pas tout capté. Alors, d'après vous, pourquoi Barbara réagit comme ça et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que vous voyez? Ah, je vois, ouais, on entend encore. Ouais, je suis désolée pour la... On entend moins quand même. Ok. Mais oui, je comprends que ce soit vraiment désagréable. Désolée. Je couperai le micro quand ce sera pas mes slides. Ouais. Elle est sur la défensive et se justifie. Et ouais, c'est vrai. Elle se sent atteinte, hein, elle se défend. Bah oui, c'est ça. Ça m'atteint personnellement. Et pourtant, la critique, elle est plutôt bien formulée, hein. Elle parle de ma présentation. Elle me dit pas que je suis nulle. Et elle met quand même déjà quelques points. Mais effectivement, je suis sur la défensive. Alors pourquoi? Soit je suis surprise et j'ai peur de perdre la face, c'est ma manager. Ou alors, je sais hein, que j'ai pas été au top. Mais j'ai du mal à l'avouer. Hein. Je me justifie parce que j'ai peur d'être mal vue, des conséquences. J'ai pas fait un truc parfait. Et donc, c'est aussi mon ego qui s'exprime. Donc, je cherche plein d'excuses. Donc, la conséquence, c'est que la relation, elle se tend. On voit que finalement, Maëlle, elle me donne un feedback, mais c'est pas perçu comme un outil d'amélioration. Et c'est sûr que ça l'incite pas forcément à m'aider et à aller plus loin. Donc, on va voir comment réagir de manière plus constructive dans un sketch. Maëlle, là, elle va aussi me faire une critique basée sur des éléments factuels, mais il y a une pointe d'agressivité. Une pointe d'agressivité, ouais. Je vais essayer de jouer l'agressivité, ce qui me ressemble pas tellement. Non, c'est sûr. Ok, c'est parti, action. Ouais, Barbara, ta présentation ce matin, franchement, c'était pas top. Hein. On n'a pas compris les points clés en termes d'impact. C'était franchement bof. Et puis en plus, le client t'a posé 3 fois des questions et au niveau de tes réponses, t'as pas vraiment assuré. À mon avis, il a pas trop compris ton propos. Ok. Alors d'après toi, Maëlle, ma présentation, elle manquait de clarté et tu penses que le client n'a pas bien compris, mais tu pourrais me dire précisément ce qui t'a semblé le plus flou pour que j'améliore mes prochaines présentations? Oui, bien sûr. Alors, déjà, par exemple, tu avais annoncé 3 points clés au début de ta présentation et tu les as pas repris ensuite. En plus, je sais pas si tu as remarqué, mais les données de la slide 4 n'étaient pas expliquées. Et comme en plus, tu as pas refait le lien en conclusion avec les chiffres du début, c'était un peu confus. Ok, merci. Je vais regarder ça de plus près. Est-ce que je pourrais te solliciter pour une relecture la prochaine fois? Ça me rassurera. Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Et sinon, qu'est-ce que tu pourrais faire vis-à-vis du client pour donner suite à cette réunion? Je pourrais revoir la présentation avec tes éclairages et la lui faire parvenir. Ok, ça me va. Merci beaucoup, Barbara. Merci à toi. Coupé.
en même temps que la tondeuse à gazon. Alors, qu'est-ce qui a changé? Comment Barbara a reçu la critique? Elle cherche à comprendre, voilà. Elle est factuelle, ouais, tout à fait. C'est ça. Et donc, effectivement, hein, c'est la réaction à avoir, même si c'est vraiment pas évident quand il y a une perception, en tout cas, d'attaque. Donc, j'ai reformulé, j'ai questionné et j'ai respiré aussi, hein, en fait. On l'a vu tout à l'heure, une des stratégies les plus efficaces, c'est la respiration. Pour pouvoir prendre ce temps de questionner et puis d'aller vers la coopération. On va voir la critique fausse maintenant. Ça, ouais. Alors non, on ne va pas voir la critique fausse, parce qu'on est un peu en retard en plus. Ouais. On vous présentera une méthodologie après sur la critique fausse. On va voir très rapidement la critique vague et après, on passe à la méthodologie. Allez, c'est parti. Action. Dis donc, Barbara, franchement, ce matin, ta présentation, je sais pas, c'était franchement bof, hein. Ah bon, tu peux me dire ce qui allait pas exactement? Je sais pas, c'était flou, tu vois, c'était pas très percutant. Tu parles de quoi? Du contenu, du rythme, des visuels? Un peu tout, je sais pas. La prochaine fois, il faut que ce soit plus clair. Maëlle, donne-moi des éléments précis, autrement je peux rien faire de ce que tu me dis et ça reste ton opinion. Coupé. Pareil, dans le chat, comment Barbara réagit face à cette critique extrêmement vague et floue? Ouais. Sabine qui dit j'adore. C'est du vécu? Ah oui, pas entre nous, hein, par contre. Non. Non. Elle demande des explications, elle cherche à comprendre. Oui, c'est ça. Elle souligne effectivement que la critique est trop vague C'est ça. pour qu'elle puisse la prendre comme un feedback. Et c'est vraiment ça, hein, c'est souligner le caractère vague, questionner, et s'il n'y a pas plus d'éléments, s'il n'y a pas plus de réponses, couper court. Donc, nous allons maintenant revoir tout ça en détail avec la méthodologie. Alors, je vous rappelle que la présentation, vous pouvez la télécharger, hein, donc je vais peut-être aller un peu vite pour rattraper le retard, mais voilà, vous aurez tout. Donc, dans un premier temps, en fait, nous ne savons pas si la critique, elle est juste, si elle est fausse ou si elle est vague. La seule chose à faire, c'est accuser réception, reformuler. Ça permet de prendre le temps, ça permet de respirer, d'être stable émotionnellement et juste après de questionner pour comprendre les faits. Une fois que nous avons les éléments, ça permet de décider si la critique, elle est juste, si elle est fausse ou si elle est vague. Surtout, évitez de se justifier ou de critiquer en retour, même si ce n'est pas simple, mais ça ne serait absolument pas constructif. Alors, une fois que nous avons identifié que c'est une critique juste, l'objectif, c'est prendre sa responsabilité sans se justifier. Affirmez-vous tranquillement, reconnaissez les faits, faites preuve d'empathie. Vous pouvez aussi reconnaître que ça a pu mettre l'autre en difficulté et questionner pour trouver des solutions, proposer une action. Donc, parfois, c'est réparer une erreur, parfois, c'est présenter des excuses ou c'est définir ce qu'il faut faire par la suite. Si la critique est fausse, l'objectif, c'est de rétablir les faits sans agressivité. Peut-être qu'il y a eu un malentendu aussi, hein. Donc, c'est le fait d'en discuter, de rester ouvert au dialogue qui va permettre de repartir sur des bonnes bases et de comprendre ce qui s'est passé. Donc, si l'autre persiste, utilisez le disque rayé. Maëlle vous le présentera tout à l'heure. C'est le fait de continuer à répéter calmement votre réponse. Enfin, la critique vague, ce qui permet de déterminer si une critique est vague, c'est
le manque de clarté du feedback. Maëlle m'a dit, ta présentation, elle n'était pas top. Une frustration croissante parce que l'échange, il débouche sur aucune piste concrète et un risque de démotivation car la critique semble subjective et peu utile. Donc, nous vous conseillons de ne pas donner vous-même le bâton pour vous faire battre. Celui qui émet la critique en est responsable. C'est donc à lui d'apporter des éléments étayant la critique. S'il ne le fait pas, il vous reste la fameuse technique de l'édredon qui consiste à ne donner aucune prise et à dire « c'est ton opinion ». Pareil, nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, pour conclure, quand elle est constructive, la critique est très bénéfique pour la relation et pour l'efficacité. Nous avions évoqué dans le premier webinaire les positions de vie. Donc, c'est la position de vie plus. J'ai de la valeur, tu as de la valeur, indépendamment de ce qui se joue. C'est ce qui permet de l'accueillir avec plus de tranquillité et donc d'assertivité. Ok, alors on approche de la fin de ce webinaire. Alors, quelles autres pistes proposez-vous pour développer sa capacité à réagir avec assertivité? Alors, d'abord, et Barbara les a évoqués, nous allons vous partager les 3 outils ultimes pour réagir de façon assertive. Le premier, Barbara l'a cité, c'est le disque rayé. Ça, c'est la technique pour rester ferme malgré l'insistance de l'autre. Ça consiste à maintenir votre position en répétant vos arguments en boucle, mais en variant quand même la formulation pour ne pas agacer votre interlocuteur. Normalement, au bout de quelques temps, il devrait finir par lâcher prise. Je vous donne un exemple. Ça peut donner quelque chose du style non, je suis désolée, mais je ne souhaite pas aller à ce dîner, je suis vraiment fatiguée. Non, je te l'ai dit, je suis fatiguée, c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas aller à ce dîner. Oui, je comprends que tu sois déçue, je suis désolée, mais comme je suis fatiguée, je préfère décliner l'invitation pour ce dîner. Voilà, à travailler pour fluidifier, mais c'est ça l'idée. En deuxième, Barbara l'a aussi évoqué, la technique de l'édredon, qui vous permettra de ne pas être d'accord avec l'autre, mais tout en restant neutre dans votre réponse, sans entrer dans le débat d'opinion. Le côté joute verbale, c'est assimilé au comportement refuge de l'agressivité. Rester assertif, c'est faire le choix de ne pas entrer dans ce jeu-là, car le registre des opinions, des jugements et des arguments, ça génère souvent des tensions. Donc, pour y parvenir, vous laissez votre interlocuteur dérouler ses arguments et vous ponctuez simplement avec « c'est votre opinion ». C'est ce que vous dites, ça n'engage que vous. Vous êtes libre de le penser. C'est possible. Et attention, il ne faut rien ajouter derrière. L'idée, c'est de ne pas contre-argumenter. Et enfin, le dernier outil, c'est le sphinx, l'art de rester de marbre face à la critique. Ça, c'est à utiliser lorsque l'autre vous enchaîne à coups de pic cinglant. Le sphinx, ça consiste à rester parfaitement silencieux tant que votre interlocuteur vous parle. Mais il ne s'agit pas de rien faire du tout. Gardez votre calme, ancrez vos pieds dans le sol, respirez calmement, profondément, ayez un regard à la fois doux et pénétrant. Je sais que ce n'est pas très facile. Visage détendu. Ce temps de silence et de centrage va vous permettre de prendre du recul sur ce que vous entendez et ensuite de reprendre la parole calmement. Et une fois que la personne a terminé, vous attendez quelques secondes avant de vous exprimer et si besoin, vous enchaînez avec un disque rayé ou un édredon. Ok, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, merci. Il ne reste plus qu'à s'entraîner. Est-ce qu'il y a des dernières clés que vous pourriez nous partager pour développer notre capacité à réagir avec assertivité? Oui, bien sûr. Alors, parmi les différentes clés, déjà apprendre à juste reconnaître, juste dire oui, c'est vrai, ou tu as raison, ou c'est possible, et petit à petit se sentir à l'aise avec ça. La pratique de l'assertivité, elle permet peu à peu d'accueillir ce qui nous déstabilise avec plus de tranquillité, sans se raidir, c'est-à-dire sans chercher obligatoirement à se défendre, à se justifier ou à contre-attaquer. S'appuyer aussi sur les outils que Maëlle vient de nous présenter, le disque rayé, l'édredon, le sphinx, pour faire évoluer la situation de manière la plus satisfaisante possible et réaliste.
Il est nécessaire d'accorder à l'interlocuteur le droit de dire et vous accorder le droit de répondre, même si c'est parfois inconfortable. La communication et le dialogue sont les clés de relations satisfaisantes. Aussi, une clé, c'est s'observer en situation déstabilisante. Se demander, c'est quoi mon intention relationnelle? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire évoluer la situation de manière satisfaisante et réaliste? Parfois, c'est pas le moment, se mettre sur pause et revenir après. Que me dit mon émotion sur mon besoin? Est-ce mon ego qui est touché? Si oui, comment sortir de ça? Enfin, développer la conscience de soi et la conscience des conséquences relationnelles de nos modes de fonctionnement différents. C'est sûr que si je suis très organisée et que j'aime anticiper, je peux parfois apparaître comme quelqu'un d'un peu rigide, hein, pour une personne, qui préfère prendre plus de temps pour décider, même si l'échéance est très, très courte. Donc si je le sais, je connais mes collègues, je connais mes clients, je peux me préparer, je peux savoir que de temps en temps, il va y avoir un peu de tension et que ça va nécessiter de s'ajuster, et de prendre la responsabilité des impacts de nos préférences et de nos exigences. À partir de là, je peux être co-responsable, prendre ma part et décider de réagir autrement. Merci Barbara. On voit bien d'ailleurs là le lien, je me faisais la remarque avec l'intelligence émotionnelle, comment les deux se répondent. Alors, pour clôturer ces 2 webinaires sur le thème de l'assertivité, nous avons eu envie de faire le lien avec les 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous les avez lus. C'est un livre de développement personnel qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. Et en ce qui me concerne, et Barbara aussi, quand on a lu ce livre, ça a vraiment été une révélation. Tant ces 4 principes ancestraux qui sont hérités d'une civilisation qui a disparu aujourd'hui sont à la fois extrêmement simples et en même temps d'une très grande sagesse. On essaye au mieux de les garder, des fois on se les rappelle, ne prends rien personnellement. Et donc pour nous deux, ces 4 principes nous parlent vraiment d'assertivité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous les repartager en guise d'épilogue de nos 2 webinaires. On n'ira pas très loin dans le détail, hein, c'est juste la conclusion de ce webinaire. Donc le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. C'est l'idée d'être conscient du pouvoir des mots et d'être vigilant sur la façon de les utiliser. Ne pas chercher à blesser par nos paroles et nous exprimer dans une démarche constructive et bienveillante. Donc, en fait, on nous parle clairement d'assertivité avec ce premier accord. Le deuxième, n'en fais pas une affaire personnelle, nous enseigne le détachement. Chacun vit à travers son propre cadre de référence. Ce que les autres font, disent, pensent ou ressentent n'est que le reflet de leur perception de la réalité et n'est pas de votre responsabilité. Donc, cela ne doit pas vous atteindre personnellement. Le troisième accord Toltec, c'est ne fais pas de suppositions. Il nous rappelle que la meilleure façon de comprendre l'autre, c'est d'oser questionner et de ne pas baser nos jugements sur des suppositions ou des hypothèses. Et puis, c'est aussi un appel à oser exprimer ses besoins parce que l'autre non plus ne peut pas deviner nos besoins. Et enfin, le dernier, faites toujours de votre mieux. Le mieux d'aujourd'hui n'est pas forcément le mieux de demain. Soyez indulgent avec vous-même. L'assertivité se développe par la pratique. Il y aura des jours avec et des jours sans. L'essentiel, c'est de faire de votre mieux. The end. On t'entend pas, Laetitia? Attendez pas. Oui, je disais, c'est parfait. Il est 11h59, donc bravo à toutes les deux. Mission accomplie. Il y a quelques petites questions, donc on peut regarder. Sinon, j'ai envie de dire, pensez bien à télécharger les ressources parce qu'il y a des choses, notamment le kit très éclairant sur des situations de vie très pratiques et ça va vous être utile. Et puis, les filles, je vous laisse répondre. Peut-être, il y a quelques questions dans le chat. Oui, j'en ai une de Estelle. Donc, si Estelle est encore là, j'espère. Sinon,
ça sera visible dans le replay. Donc Estelle qui disait qu'une critique, ça touche pas forcément à l'ego, mais aux valeurs. Ce qui va nous aider déjà, c'est d'écouter ce que ça nous dit, nos pensées. Donc c'est injuste, d'aller voir quelle valeur est touchée et puis quelle émotion il y a derrière. Et à partir de l'émotion, vous allez pouvoir réagir et revenir vers la personne et verbaliser, en fait. Peut-être que effectivement quelqu'un l'écrivait plus haut. Le manager n'a pas toujours conscience du contexte du collaborateur. Donc, d'arriver à dire, tu sais, j'ai dit oui, j'ai pris dans l'urgence. C'était pas parfait, mais c'était bien quand même. Donc, quand tu m'as dit ça va pas du tout, forcément, ça m'a mise en colère. Et à partir de là, proposer autre chose pour les prochaines fois. Est-ce qu'on peut se revoir avant? Est-ce que c'est quoi ton niveau d'exigence? Arriver à poser un nouveau mode de fonctionnement, finalement. C'est ça qui peut faire avancer. Et puis, petit à petit, montrer aussi aux managers les points qui vont nous toucher. Je ne sais pas si ça répond. Et si Estelle, vous êtes encore là? Maëlle, tu vas ajouter quelque chose? Non. Pour tout te dire, j'étais en train de parcourir les autres questions, voir si on en prenait d'autres à la volée. Donc je te laissais en roue libre en fait. Très bien. Mais j'ai pas l'impression. Il y a beaucoup de questions pour télécharger les ressources. Et l'avoir. Oui, ça j'ai répondu. Et après, vois- il y a eu beaucoup d'échanges, mais Je vois Karel qui demandait quid du 5e accord. Oui, on a pris le parti de pas mettre le 5e accord Toltec, qui dit, donc celui-là, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Il est peut-être un peu plus difficile à appréhender en fait. En tout cas, moi, c'est ce que c'est mon opinion. Donc, et il nous parle peut-être un peu moins d'assertivité, encore que vous avez bien compris, l'assertivité, c'est aussi de l'écoute finalement. Donc, oui, on a pris le parti de ne pas mettre le 5e accord Toltec en épilogue. Surtout quand on était déjà à 59 minutes 30. Mais c'est vrai que le 5e accord, il y a vraiment l'idée, j'accueille tout ce qui est dans ma tête, j'accueille aussi ce qui se passe pour les autres et je prends du recul. Donc, c'est vrai que ça pourrait faire une conclusion. Mais on est d'accord, on le trouve aussi un peu plus difficile à appréhender. Non, écoutez, je vérifie qu'on n'a rien loupé en cours de diffusion, mais j'ai l'impression que c'est que nous avons été extrêmement clairs. Voilà, exactement. Très bien. Écoutez, on va clore. Je réponds à toutes les questions parce que voilà, sur le chat. Et de patience face à certains interlocuteurs, c'est sûr. Et dans notre tête, il n'y a pas toujours de la patience, donc voilà, c'est normal d'accueillir. Il y a une question, comment gérer dans le sens inverse? Et je ne sais pas à quoi vous faites référence, Alissa. Si vous pouvez préciser, nous restons en ligne pour vous répondre. Dans le sens inverse. Si c'est plutôt sur... si c'est l'autre qui reçoit pas bien la critique, peut-être. Ouais, peut-être sur s'exprimer. Alors, ce serait plus dans le premier webinaire. Alors, il y a une précision. On porte une observation et la personne qui les reçoit est complètement fermée. Parfois, ça prend du temps. Peut-être que la personne ne s'attend pas à cette réaction-là. Donc, c'est pareil, c'est persister en étant factuel. C'est laisser du temps, c'est demander aussi à l'autre comment il reçoit l'observation. Et puis, on en a beaucoup parlé dans le premier webinaire, c'est que ça ne résout pas tout, ce n'est pas une baguette magique. À un moment, vous faites autrement aussi. C'est de ne pas mettre son énergie à tout le temps vouloir être compris, accepté dans toutes les dimensions. Oui, tout à fait.
comme tu le dis, Barbara, c'est pas une baguette magique. Donc, si l'autre en face ne sait pas recevoir de façon assertive, faut pas s'acharner non plus parce qu'au final, le risque, c'est que ça le pousse dans un comportement refuge. Donc, faut faire une partie du chemin, mais on peut pas changer l'autre de toute façon. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais défiler. Non, j'ai l'impression que... Voilà, si vous voulez... Ah ben merci, Alissa. Ravie, si c'était clair. Voilà, je crois. On va clôturer. Ouais, s'il n'y a plus de questions. Et puis, de toute façon, il y a nos coordonnées dans les ressources. Donc, nous serons ravis d'aller plus loin. Merci pour la participation, l'attention de toutes et tous. Et merci Maëlle et Laetitia pour ce moment partagé. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toutes les deux pour ces 2 webinaires. Bonne journée. À bientôt tout le monde. Au revoir.